Je viens de regarder pour la 40e fois le Cyrano de Bergerac de 1990 de Jean-Paul Rappeneau, et je crois qu'il faut qu'on en parle. Bienvenue dans Je préfère le bouquin, la nouvelle émission de la chaîne Monsieur Rigaud, l'émission dans laquelle on se demande si cette expression extrêmement pédante qui consiste à dire qu'on a lu le bouquin, contrairement aux autres, est-ce qu'elle est toujours justifiée? On va s'intéresser dans ce nouveau format aux adaptations de bouquins au cinéma, pour voir si effectivement le bouquin est toujours mieux. Évidemment, comme la tradition l'impose, quand il y a un nouveau format sur ma chaîne, eh ben on parle de mon bouquin préféré, et donc, pour ce premier épisode, on va aborder le cas très particulier de Cyrano. Et pour l'occasion, je suis ravi de vous dire que cette vidéo est sponsorisée par la Maison Coromandel. Je vous en parle un petit peu plus en détail à la fin de vidéo. Il y a des surprises, restez là. Et avant de se poser les deux questions fondamentales de cette nouvelle émission, à savoir, est-ce que c'est un bon film et est-ce que c'est une bonne adaptation, et moi je vous propose un petit résumé du film. Alors, le long métrage de Jean-Paul Rappeneau commence par un théâtre. Et vu le dawa ambiant, je pense qu'on est dans un théâtre au XVIIe siècle. Non mais sérieusement, regardez ça. Il y a des bagarres, il y a des mecs qui jouent aux cartes par terre, il y a des gars qui rentrent sans payer, il y a de la picole disponible, il y a même des voleurs absolument partout. Et ce mec, mais juste qu'est-ce qu'il fout ce mec? On a beaucoup de chance parce que dès le début de la pièce, on a le personnage de Linière, ce poète alcoolique là, qui va prendre le spectateur par la main et nous expliquer un peu les principaux enjeux de l'intrigue. Pourquoi? Parce qu'il va les expliquer à Christian. Et Christian de Neuvillette, c'est ce mec-là. Et il est amoureux d'une meuf, mais il sait ni comment elle s'appelle, ni qui elle est, et il a demandé à Linière de lui expliquer. Or, cette meuf-là, Linière lui explique que c'est Roxane, la cousine de Cyrano, qui a donné son nom à la pièce, et il nous explique un petit peu la situation délicate dans laquelle elle se trouve. Ce mec-là, c'est le comte de Guiche, qui est follement amoureux de Roxane. Le problème, c'est qu'il est déjà marié, et qu'en plus il est marié à la nièce de Richelieu, le Premier ministre de l'époque. Donc, évidemment, il peut pas épouser Roxane. Mais du coup, il a manigancé un petit stratagème. Il veut obliger Roxane à épouser ce mec-là, le vicomte de Valvert. Honnêtement, je comprends pas en fait, c'est où il veut se venger d'elle, où il veut la forcer à la mettre dans une situation compliquée, il veut la faire chanter, il veut qu'elle épouse son pote pour que lui puisse aller la voir de temps en temps pour jouer au Scrabble. J'ai du mal à comprendre, mais dans tous les cas, ce mec-là est si tordu qu'il fait passer DSK pour un Castor Junior. Il explique également que Roxane est une précieuse, qu'elle est cultivée, qu'elle aime les bons mots, et ça pose un problème à Christian, qui nous explique à demi-mot qu'il est à peu près teubé et qui s'exprime pas très bien. On a un autre personnage qui nous prend par la main, et ce personnage c'est Ragueneau, qu'on reverra tout au long du film. Ragueneau, lui, nous explique qu'il a fait un pari sur la présence ou non de Cyrano dans le théâtre ce soir-là. Parce que Cyrano avait interdit à Montfleury, l'acteur principal de la pièce du soir, de paraître sur scène. La pièce commence, Montfleury effectivement joue pas bien, et on va pas se mentir, il joue pas bien. Écoutez ça. Qui loin des cours. Donc on comprend un peu mieux pourquoi Cyrano l'a empêché de monter sur scène. Et il se trouve qu'il est interrompu, justement, par Cyrano. Cyrano qui arrive, et d'entrée de jeu, il lui sort ça. Gros homme, si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues. Et si vous n'arrivez pas à lire entre les lignes, laissez-moi vous traduire, il vient de lui dire qu'il a une tête de cul. Je vais t'arracher les yeux, tête du cul. Ensuite, Cyrano, du coup, descend, menace Montfleury sur la scène, et le public se met à gueuler. On a l'impression d'être à l'Assemblée nationale, tellement ça gueule. Il y a même des mecs qui font des cris d'animaux. Normal. Et Cyrano, voyant que le public réagit de cette façon, décide de descendre dans le parterre et de proposer à chacun de venir l'affronter à la loyale. Et là, d'un coup, il n'y a plus personne. Là, on entend les mouches voler. On comprend aussi surtout que Cyrano est plutôt balèze à l'épée et que du coup, personne n'ose l'affronter. Il s'en prend à tout le monde, il insulte un mec de l'académie, il insulte les nobles qui sont sur scène, il insulte l'acteur principal. Bref, le gars fait ce qu'il veut, il est en roue libre absolument totale. Il monte même sur scène, il coupe la corde qui fait tomber le décor sur les nobles et Montfleury. Et là, le public est content, parce que le public est versatile, et en même temps, le public est venu au théâtre pour voir du spectacle, et du spectacle,
il en a. Cyrano est content de lui, il boit un coup avec ses potes, et là, il y a le vicomte Valvert, celui qui doit épouser Roxane, qui nous fait une petite poussée d'hormones, et qui du coup, je sais pas, se chauffe et vient attaquer Cyrano avec une punchline qui est... Vous avez un nez très grand. C'est nul. Ouais. Et là, du coup, Cyrano va le reprendre et l'humilier avec sa célébrissime tirade du nez. C'est un roc. C'est un pic, c'est un cap. Et ça va partir en duel à l'épée. Duel pendant lequel Cyrano va composer un poème, une ballade, pour l'humilier dans le domaine physique au combat et sur le plan intellectuel. On est sur une humiliation totale. Et dans ce poème, il dit à chaque fois, à la fin de l'envoi, je touche, il lui explique ce que c'est qu'une ballade, que ça se termine par un envoi, et qu'à la fin, il va le tuer. Et sauf qu'à la fin de l'envoi, bah, il le tue pas, et là, ça part en bagarre, pas très loyale, d'ailleurs, le public sait pas trop où se foutre, et bref, il finit quand même par tuer le vicomte. Et c'est une fin de tournage pour le vicomte Valvert, merci d'être venu. On le reverra plus, hein. On sait pas encore s'il est mort, mais on le reverra plus, c'est terminé. Je m'attarde pas trop sur ce passage parce que j'en ai beaucoup parlé déjà dans la vidéo « Comment Cyrano a sauvé l'équipe de France ». Après ce fameux duel de l'hôtel de Bourgogne, Cyrano se retrouve au calme, au bord de la Seine, avec pratiquement son seul ami, Le Bray, et il lui fait une confidence, un aveu. Cyrano est amoureux, et il est amoureux de qui? De Roxane. Alors si vous avez bien suivi le début de la vidéo, oui, Roxane est la cousine de Cyrano, enfin à l'époque... et dans ce milieu social-là, ça se faisait et ça posait pas de problème. Quoi qu'il en soit, bon, on va pas tourner autour du pot pendant 100 ans, nous ça nous fait un peu bizarre d'entendre ça, mais habituez-vous, personne n'est choqué dans le film. C'est ok pour tout le monde. Donc Cyrano est amoureux de Roxane, et alors qu'il est en train d'avouer ça à son ami, il y a la duègne qui arrive, c'est la servante de Roxane, et qui lui dit que demain, Roxane aimerait rencontrer Cyrano en secret pour un rendez-vous. Donc là, vous vous dites, bon, bah le mec, il va être content, il va rentrer chez lui, ou alors il va aller voir ses amis pour fêter ça. Non, Cyrano, lui, quand il est content, il a envie de défourailler des mecs. Il me faut une armée entière à déconfire. Le lendemain, Cyrano retrouve Roxane chez Ragueneau, le pâtissier, alors qu'il est en train de nourrir tous les clochards du quartier qui sont capables de faire un quatrain avec des rimes qui se tiennent debout correctement. Roxane arrive pour le rendez-vous avec Cyrano. Et là, c'est la douche froide. On est sur la pire friendzone de l'histoire du cinéma, peut-être même de l'histoire de la fiction. Regardez, juste. Il est fier, noble, jeune, intrépide, beau. Beau ? Quoi qu'avez-vous? Coup dur pour Cyrano. On apprend du coup que Roxane est amoureuse de Christian, et que Christian va servir chez les cadets, donc le régiment de Cyrano, et que chez les cadets de Gascogne, il n'y a que des Gascons, et des petits privilégiés qui sont là parce que ils sont pistonnés. Et c'est le cas de Christian. Donc elle veut que Cyrano protège Christian. Et comme c'est le plus gros canard de la Terre, Cyrano accepte de protéger Christian. C'est con les canards, mais ça fait cossu. Cyrano est vénère du râteau qui vient de se prendre, évidemment, et du coup, il va exprimer ça comme d'habitude dans une magnifique tirade que je vous encourage à aller regarder, la fameuse tirade des non-merci, qui est juste sublime, et bon, allez voir ça, vraiment, c'est beaucoup trop beau. Là-dessus, il y a Christian qui arrive, et Christian, bah, il sent qu'il est pas le bienvenu, et Christian, il sait pas trop comment s'y prendre pour s'intégrer chez les cadets. Est-ce que vous aimez le cassoulet? Alors il va demander conseil au capitaine. Que fait-on quand on trouve des méridionaux trop vantards? On leur prouve qu'on peut être du Nord et courageux. Tous les cadets, fans absolus de Cyrano, lui réclament de raconter son combat de la nuit contre les 100 assassins, et Cyrano, qui jusque-là refusait de le faire, accepte de raconter son combat de la nuit. Père Castor, raconte-nous une histoire. Mais il est interrompu, très souvent, par Christian, qui, pour prouver son courage, décide d'attaquer Cyrano sur son nez, en utilisant à chaque fois des expressions relatives au milieu de visage. Dans le nez. Sur le nez. Nez à plein nez. Le nez. Nez au vent. Et je passe. Cyrano comprend que c'est Christian, prend sur lui, mais au bout d'un moment, pète quand même un plomb et demande à tout le monde de partir. Pif. Sortez tous. Et là, à la surprise générale, il enlace Christian, et il lui annonce qu'il est le cousin de Roxane, et qu'il y a peut-être moyen avec elle, et qu'elle attend une lettre de lui pour le soir. Sauf que Christian, on l'a dit au début, il sait pas parler aux femmes, il a pas d'esprit.
Et Cyrano en a beaucoup trop. En gros, on a un beau teubé et un moche brillant. Je ne sais pas parler d'amour. Moi, je saurais. Mais à quoi bon? Et donc, ils se rendent compte qu'ils sont dans une impasse. C'est là que Cyrano a l'idée la plus bizarre du monde. Celle-là. Veux-tu me compléter? Et que je te complète, je serai ton esprit, tu seras ma beauté. Je dis bizarre parce qu'en fait, il va taffer pour son rival, en fait. Il va faire en sorte que Christian sorte avec Roxane en lui prêtant de l'esprit. Et pour moi, il y a deux raisons qui peuvent pousser Cyrano à faire ça. La première, c'est qu'il sait qu'il a aucune chance avec Roxane à cause de la tête qu'il a. Et du coup, c'est son seul moyen de lui dire ce qu'il ressent, même si c'est au travers de Christian. Et la deuxième possibilité pour expliquer ce choix étrange, c'est qu'il aime tellement Roxane qu'il veut le mieux pour elle. Et le mieux, c'est quoi? Un beau gosse avec de l'esprit. Et il n'y a qu'en s'alliant avec Christian qu'il est capable de lui offrir ça. Et ce choix qui nous semble surprenant, il surprend peut-être encore plus les cadets qui essayent de voir ce qui se passe par la fenêtre, l'occasion d'ailleurs de glisser un petit clin d'œil au désespéré de Gustave Courbet. Non mais sans déconner, y a que moi qui vois la ressemblance? Les deux cadets sont donc d'accord, et Cyrano écrit des lettres, et des lettres, et des lettres, et des lettres, signées Christian pour Roxane. Et ces lettres, elles doivent être particulièrement stylées, puisqu'à chaque fois que Roxane en lit une, elle tombe dans les pommes, en fait. Là-dessus, le comte de Guiche, toujours amoureux de Roxane, vient la voir, d'ailleurs il rentre sans frapper, tout va bien, hein. Bonsoir. Non, n'entrez pas! Gros dégueulasse, va. Et il lui annonce qu'il va partir à la guerre contre les Espagnols, et qu'il a tous les ordres de mission sur lui, et qu'il va mettre le régiment des cadets de Gascogne en première ligne pour se venger de Cyrano. Et là, Roxane, elle va tenter un move un peu spécial. Elle va dire à De Guiche, non mais si vous voulez vous venger de Cyrano, c'est pas au front qu'il faut l'amener, il adore se battre, il faut le laisser ici. Comme ça, De Guiche laisse Cyrano derrière, et du coup il laisse également Christian. Non mais c'est malin, c'est malin. Mais il va jamais tomber dedans, De Guiche. Il va complètement tomber dedans, et il va accepter de ne pas envoyer les cadets de Gascogne à la guerre. Et pour ça, elle va lui laisser espérer qu'il y a peut-être moyen avec lui, mais pas tout de suite. Le soir même, Roxane retrouve le club des bobos amoureux de poésie. Non, je suis désolé, je dis des bobos, mais c'est quoi ces prénoms? Les immondes! Bonsoir Félix Elie. Bonsoir Parthénoïde. Oh très chère Uranie. Mais personne s'appelle comme ça? Bref, elle va à une réunion de précieux pour écouter de la poésie, et Christian intervient, toque, et pour une fois, il veut se débrouiller tout seul et essayer de parler par lui-même. Il se rend compte que, en réalité, elle tombe amoureuse de Cyrano à travers lui, et ça le gêne un peu. Donc il veut tenter sa chance tout seul. Et c'est un échec. Cyrano d'ailleurs était planqué pas loin et se fout bien de sa gueule. Mais Cyrano arrive à le convaincre de retenter sa chance, et pour ça, ils vont voir Roxane de nuit, et pour l'appeler à son balcon, balance des petits cailloux par la fenêtre. Roxane sort, s'interroge sur l'insécurité montante à Paris. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. À ce moment-là, Cyrano se transforme en Jeff Panaclock de l'amour, et souffle à Christian, alors qu'il est caché dans l'obscurité, ce qu'il doit dire à Roxane pour la séduire. Mais rapidement, ils se rendent compte que c'est un peu compliqué, et Cyrano prend le relais, et transformant un tout petit peu sa voix, se fait passer pour Christian, et a enfin, pour la première fois de sa vie, l'opportunité de dire à Roxane qu'il l'aime. C'est une scène absolument magnifique, et je vous laisse... je peux pas la résumer en faisant juste des vannes. Enfin, allez écouter ça, c'est juste magnifique. Lisez ce passage, ou regardez ce passage. Vraiment. J'insiste. Je vais être honnête, je vais spoiler. Je vais spoiler à partir de maintenant, mais bon, la pièce est sortie à 120 ans, donc je crois qu'il y a un moment où, voilà, si vous n'avez pas vu la fin, si vous n'avez pas vu ce film, que vous n'avez jamais lu la pièce, et que vous voulez pas vous faire spoiler, allez-y tout de suite, et vous reprendrez la vidéo plus tard, il n'y a aucun problème. Vraiment, c'est un impératif. Et après cette scène du balcon, il y a un moine, un capucin, qui vient avec une lettre signée De Guiche, annonçant à Roxane qu'il lui a désobéi, et qu'il partira plus tard sur le front, qu'il se planque, et qu'il veut venir la voir cette nuit pour, évidemment, jouer au Scrabble. Toujours, hein, on est vraiment sur une obsession de Scrabble, hein, avec De Guiche. Vraiment, il aime ça. Et la Roxane, qui a déjà joué un sacré tour à De Guiche... Vous jouez donc des tours aux gens, vous? Quelquefois. Décide d'en jouer un nouveau au capucin, en lui faisant croire que la lettre lui impose d'épouser sur le champ Christian. Et donc le capucin les marie. Et quand De Guiche rentre,
le mariage vient d'être célébré. Du coup, De Guiche, évidemment, change d'avis et envoie tout de suite les cadets sur le front. Roxane dit au revoir à Christian. Elle demande à Cyrano de veiller sur lui et surtout de veiller à ce qu'il lui écrive souvent. Et évidemment, Cyrano tiendra promesse. On est donc sur le champ de bataille contre les Espagnols, près d'Arras, et les Espagnols font des trucs d'Espagnols, quoi. Et on découvre que les cadets n'ont rien à manger, mais genre rien, ils crèvent de faim. En fait, toute l'armée française se retrouve à son tour assiégée et ils ne sont pas ravitaillés. Donc les cadets mangent du rat, plus aucune prestance, Ils mangent même des feuillages en fait, c'est des koalas quoi. Et dans ce contexte, alors que l'armée française est complètement isolée, Cyrano, lui, arrive tous les jours à passer à travers les lignes ennemies pour aller poster des lettres d'amour à Roxane. Ce qui est plutôt balèze. De Guiche annonce son plan. La vengeance ultime du gros dégueulasse lâche de service. Le lendemain, l'armée française va être ravitaillée, mais pour ça, il va attirer toute l'armée espagnole grâce à son espion, pile sur le poste des cadets. Et à eux seuls, ils vont devoir retenir toute l'armée espagnole pendant 2 heures. Et évidemment, il y a très peu de chances de survie. Du coup, pendant toute la nuit, ça charbonne. Christian découvre que Cyrano envoie des lettres tout le temps à Roxane. Il comprend que Cyrano est amoureux de Roxane. Il veut enfin un peu assumer l'esprit qui séduit sa femme, hein, puisqu'ils sont mariés. Et donc, il décide d'aller porter la dernière lettre, au moins pour faire preuve de courage. Il était temps, Christian. Et là-dessus, il y a un carrosse qui passe, un laquais qui s'échappe, qui se fait attraper par les Espagnols, et là, il découvre que ce laquais n'est autre que Roxane déguisée qui venait sur le front pour retrouver son mari. Ils interviennent, bagarre, on retrouve les copains, et on retourne au campement. Roxane n'est pas venue les mains vides, elle est accompagnée de Raguenaud, et il y a de la bouffe ras le carrosse. Tout le monde picole, tout le monde bouffe, c'est la joie. Là-dessus, la bataille commence. Roxane et Christian discutent. Elle avoue à Christian qu'elle l'aimerait même s'il était laid. Donc, Christian comprend qu'elle est amoureuse en réalité de Cyrano. Il va le dire à Cyrano. Il force Cyrano à discuter avec Roxane pour qu'ils se mettent d'accord. Mais fou de malheur, il se jette en première ligne sans réellement se protéger. Et alors que Cyrano va enfin cracher sa valda, et alors que ça fait plus d'1 heure, pratiquement 1h30 qu'on attend que Cyrano avoue son amour à Roxane, il est interrompu par un cri. Christian a été blessé à mort. Roxane trouve la lettre d'adieu de Christian dans sa poche, tachée de sang. Et folle de tristesse, elle décide de vivre son deuil en s'isolant dans un couvent. Nous voilà 10 ans plus tard, et on apprend que toutes les semaines, Cyrano vient donner des nouvelles du monde extérieur, de la vie à Paris, de la vie de la cour, à sa cousine, tous les samedis après-midi. Mais sur le trajet, ce jour-ci, il s'est passé un événement dramatique. Cyrano a été assassiné par 2 types un peu lâches qui lui ont balancé une énorme poutre sur la tronche, et malgré tout, il va quand même voir sa cousine pour honorer son rendez-vous. Et alors qu'il lui raconte un peu ces choses-là et qu'il perd à moitié connaissance, hein, il est en train d'agoniser, il demande à Roxane s'il peut lire la dernière lettre d'adieu de Christian, et la nuit tombe et il finit malgré tout la lecture de cette lettre. Roxane comprend en fait qu'il la connaît par cœur, que depuis le début c'est Cyrano qui est l'esprit de Christian. Elle le supplie de vivre, mais Cyrano explique qu'il est trop tard. Elle réalise qu'elle a perdu 2 fois son mari, une fois Christian et une fois Cyrano. Et Cyrano se lance dans une ultime tirade complètement mythique, où il décide de se lever et d'attendre la mort avec l'épée à la main, en disant « Je me bats, je me bats, je me bats jusqu'au bout ». Il annonce qu'il y a une dernière chose qu'on ne pourra jamais lui enlever, et c'est Mon panache. La caméra recule, prend de la hauteur, comme si l'âme de Cyrano s'envolait vers la lune. Et fin. Alors, première question, est-ce que c'est un bon film ? Oui, franchement oui, c'est un très bon film, et je suis pas du tout le seul à le penser. Ce film a obtenu, c'est bien simple, 31 récompenses, et je compte même pas les nominations. Parmi ces 31 récompenses, 10 Césars. Quasiment tous ceux de l'année 91.
un Oscar, celui des meilleurs costumes, un Golden Globe, et même un César des Césars, récompense rarissime qui n'a été donnée que 2 fois dans l'histoire du cinéma. C'est vous dire à quel point les critiques ont été dithyrambiques sur le film et à quel point il a marqué toute son époque. Pourquoi c'est un bon film? Les décors sont magnifiques. Non mais que ça soit ça, ça. Les costumes aussi sont splendides. Je comprends pourquoi ce film a gagné l'Oscar. Pour un film historique, vraiment le niveau de détail dans les costumes et dans les accessoires est juste délirant. La réalisation est relativement sobre, mais elle est quand même plutôt sympa. Et en tout cas, elle ne nuit absolument pas au film, au contraire, elle le fluidifie et elle lui donne une cohérence. Les chorés sur les combats sont plutôt ok, en tout cas c'est crédible. Les comédiens sont globalement bons. De Guiche est génial, Vincent Perez en Christian, ça le fait. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, c'est quoi le délire autour de Vincent Perez qu'on met en costume? Je pense à Fanfan par exemple. Pourquoi on le fout toujours en beau gosse costumé, un peu niais? Je sais pas pourquoi. Mais surtout, c'est Cyrano. Je veux dire, Depardieu, il est magistral. C'est un de ses meilleurs films. Et de son propre aveu, c'est un des rôles qu'il a préféré incarner dans toute sa carrière. Cyrano est juste complètement habité par le personnage, à tel point que maintenant, à chaque fois que je vois quelqu'un en Cyrano, enfin j'ai l'impression que c'est pas lui, quoi. Pour moi, il a le visage de Depardieu. Il est émouvant, il est drôle, il est stylé, il est brillant, il est audacieux, il est Cyrano, tout simplement. Il pue le panache, il est magnifique. Le film est génial, il fait la part belle au texte, il est extrêmement bien rythmé, on pleure, on rit, on est ému. Enfin, moi, quasiment à chaque fois, je finis la larme à l'œil. Vraiment, c'est un film que je trouve très très bon. Mais c'est pas parce que le film est très bon que c'est une bonne adaptation. Ce film est une excellente adaptation. Vraiment, j'insiste là-dessus. C'est une très très bonne adaptation. Et promis, dans cette émission, on va s'intéresser à des adaptations claquées au sol, mais pas pour le premier épisode. Je voulais vous donner un bon exemple. D'abord, faut dire une chose, c'est à l'origine une pièce de théâtre. Donc on pourrait se dire, vu que le théâtre, et je l'ai dit souvent sur ma chaîne, est d'abord fait pour être vu, regardé, et non pas pour être lu, c'est évidemment un genre littéraire qui se prête très très bien à l'adaptation au cinéma. D'ailleurs, le Cyrano de Bergerac a été adapté près de 10 fois au cinéma. Et ce, depuis les années 1900. Bon, c'était un peu éclaté, ça ressemblait à ça, mais ça donne quand même une idée. Et la dernière adaptation en date, elle est de l'année dernière, et dans le rôle de Cyrano, c'est Peter Dinklage. Pour ceux qui voient pas qui est Peter Dinklage, c'est Tyrion Lannister dans Game of Thrones. Je pense qu'on sera amené à reparler de cette adaptation. Je l'ai pas vue, mais j'ai hâte de la voir et de la débriefer avec vous dans ce format. Tout ça pour dire que on pourrait croire que c'est facile d'adapter Cyrano au cinéma, mais ça l'est pas tellement. Pourquoi? Parce que la pièce dure environ 4 heures. Et un film de 4 heures, c'est juste pas possible. Même Avatar 2 fait pas 4 heures. Donc il faut réduire ça. Et le film de Jean-Paul Rapneau fait 2h15 à peu près. Donc il faut couper énormément. Ça, c'est très bien réussi. Je suis désolé, mais les coupes sont super bien réussies. C'est-à-dire que la première fois que j'ai vu le film, j'ai quasiment eu l'impression que l'intégralité du texte était dans le film. Et en fait, pas du tout. Il y a énormément de coupes, mais c'est coupé aux bons endroits, c'est adapté. Ils ont même recréé des bouts de verre pour recréer des transitions artificielles pour masquer les coupes. J'ai aucun problème avec ça. L'essentiel y est, l'esprit y est, l'essentiel des meilleures tirades y est. Rien à dire. C'est brillant. Mais le plus dur dans ce genre de cas, c'est pas encore de couper, c'est de faire des ajouts intelligents, parce que le cinéma, c'est pas juste filmer une pièce de théâtre. Même si au début du cinéma, c'est à peu près ce qu'on faisait. Souvenez-vous de cette première adaptation. Je bouge mon épée, je bouge mon épée, regarde, je suis stylé, je bouge mon épée, ya, prends ça. Non, au cinéma, il y a une grammaire particulière, il y a une manière spécifique au 7e art de raconter une histoire. Et je trouve que c'est très bien fait dans ce film. Tous les ajouts sont justifiés. Déjà, qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute des décors. Par exemple, ce qui se passe à l'entraînement des cadets, l'arrivée de De Guiche, les fois où Christian attaque Cyrano sur son nez, etc. Tout ça, ça se passe dans la pièce, dans la pâtisserie Draguenau. Ce qui fait vraiment beaucoup de monde dans la pâtisserie, et ce qui est relativement improbable. Là, on profite d'être au cinéma pour rajouter des décors et donner plus de fluidité à l'histoire. De la même manière, ça permet de rajouter des combats, et de faire de cette histoire, celle de Cyrano, une vraie histoire de KPDP. On a plein de combats, des combats bien chorégraphiés, on l'a déjà dit, et qui sont complètement rajoutés par le film. Idem pour la scène
où Cyrano est assassiné. Elle est simplement évoquée, expliquée dans la pièce. Là, on a la possibilité de la montrer, alors on la montre. Et tout ça rend l'histoire beaucoup plus fluide. Et ce qui est génial, c'est que en relisant la pièce, du coup, pour cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait, dans la pièce de Rostand, énormément de didascalies au début des actes, notamment pour préciser les décors, qui sont très riches parce qu'il s'y passe énormément de choses. Et en fait, dans cette description de Rostand, dans ces didascalies de Rostand, c'est quasiment cinématographique, en fait. Alors que le cinéma en est vraiment assez balbutiement. C'est comme s'il avait déjà en tête le fait qu'un jour on pourrait l'adapter au cinéma. Et ça, je trouve ça assez impressionnant. On a aussi des trucs super intéressants, notamment le petit garçon qu'on voyait au début dans le théâtre. On le retrouve en fait à plusieurs moments. Parfois c'est justifié, puisqu'il y a plusieurs passages où il y a des enfants dans la pièce, mais à d'autres moments c'est complètement rajouté, notamment cette scène où on voit l'armée française partir pour le siège d'Arras, et où le bruit de l'armée en mouvement réveille le jeune garçon, et on voit au-dessus de son lit des dessins de Cyrano. Comme un gamin aujourd'hui aurait des posters de super-héros au-dessus de son lit, et c'est vrai que Cyrano c'est un peu ça, c'est un peu un ancêtre des super-héros, en tout cas c'est un modèle pour la jeunesse. D'ailleurs Cyrano dit au début qu'il veut être admirable en tout, il veut être un exemple. Et je trouve que ce petit parallèle là entre l'enfant et son admiration pour Cyrano nous renvoie nous aussi à notre condition de spectateur et admirateur de ce personnage si attachant. Le gamin d'ailleurs, dès le début du film, alors qu'il est dans le théâtre, il observe ce qu'on appelle la lanterne magique. C'était l'ancêtre des diapos en fait au XVIIe siècle, et on considère que c'est un proto-cinéma parce que c'est une projection d'images en fait, images qui ne sont pas animées, mais on est vraiment sur le début de l'ancêtre de ce qui deviendra plus tard le cinéma. Et c'est plutôt malin, parce que la pièce s'ouvre par la représentation d'une pièce de théâtre. Il y a une mise en abîme, on a du théâtre dans le théâtre. Et là, on est au cinéma, et du coup, il met du proto-cinéma dans le cinéma, et le gamin est complètement admiratif de ce procédé-là, tout comme on pouvait être admiratif en observant la pièce, de voir qu'on arrive à faire une pièce dans une pièce. Je veux dire, la mise en scène de Cyrano de Bergerac au théâtre, ça doit être un casse-tête. Si on veut vraiment respecter toutes les recommandations de Edmond Rostand, je sais pas comment on peut faire en fait. Si je devais faire une critique sur les rajouts, je comprends pas en fait le segment de Christian qui tombe sur ses potes cadets qui veulent voler le cochon aux Espagnols à la fin, et où les Espagnols attrapent Roxane, la maltraitent, et du coup elle est défendue par Christian, etc. C'est pour donner un peu plus de relief au personnage de Christian, c'est un prétexte pour une nouvelle scène de baston, c'est vrai qu'il manquait peut-être un petit peu, d'accord, mais je trouve que dans la pièce c'est d'autant plus stylé parce que elle explique qu'elle est passée sans encombre en disant aux Espagnols qu'elle allait voir son amant et que les Espagnols la laissaient passer, alors que là on les fait quand même un peu passer pour des sauvageons qui veulent lui sauter dessus. Bon, c'est un choix que je comprends, qui nuit pas à la qualité globale de la pièce, mais c'est peut-être le seul rajout que je trouve pas forcément nécessaire, et peut-être un petit peu dommage, même si ça offre la possibilité aux cadets de cabotiner comme ils le font depuis le début, et ils sont absolument incroyables. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas, j'accepte ce rajout. Alors bilan, c'est un très bon film, c'est une excellente adaptation. Regardez le film, mais lisez le bouquin. Faites les deux en fait, lisez le bouquin et ensuite regardez le film, parce que les deux se tiennent très bien. Et franchement, je tire mon chapeau à Jean-Paul Rapneau, qui nous a produit ici une des meilleures adaptations que j'ai jamais vues de ma vie. Donc abonnez-vous si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me proposer dans les commentaires d'autres adaptations que vous aimeriez que je fasse. Je vous ai promis une surprise au début de la vidéo, c'est maintenant que je vous en dis plus. La Maison Coromandel a bien voulu s'associer à moi pour cette vidéo, afin de vous faire gagner une affiche. Alors la Maison Coromandel, c'est une illustratrice très présente sur Instagram, qui réalise tout un tas de dessins et d'illustrations visant essentiellement à mettre en valeur la culture et le patrimoine. Et ça, vous doutez bien que ça me plaît. Elle réalise notamment des illustrations d'opéras et de livres, notamment tout un tas de bouquins dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Alors quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, je l'ai contactée et elle a bien voulu organiser un jeu concours pour les abonnés. Un jeu concours qui va vous permettre de remporter cette affiche. Alors il y a beaucoup de reflets, donc je bouge un peu et puis je vais vous la mettre en meilleure qualité à côté. Pour participer, rien de plus simple, il suffit d'être abonné à ma chaîne YouTube et d'être abonné à nos comptes sur Instagram, le mien, Monsieur Rigaud, et celui de la Maison Coromandel.
Je vous mets les liens évidemment en description. Après ça, il suffit de commenter sous la publication Instagram de la page Maison Coromandel qui présente le jeu concours pour candidater et dire que vous souhaitez recevoir l'affiche chez vous. Vous trouverez également dans la description le lien vers la boutique de la Maison Coromandel. Allez y faire un tour et jetez un coup d'œil, il y a vraiment énormément d'illustrations qui sont très stylées. Encore une fois, notamment sur les bouquins, vraiment il y en a que je trouve absolument magnifiques. Encore un immense merci à la Maison Coromandel de vous permettre de remporter cette affiche et bonne chance à tous les participants. N'hésitez pas à vous abonner également parce que le format de l'anecdote sur ma chaîne continue. D'ailleurs, allez voir le premier épisode de l'anecdote qui parle déjà de Cyrano de Bergerac. Je vous encourage aussi à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à partager la vidéo si vous la trouvez intéressante. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt sur YouTube ou sur Twitch. Ciao tout le monde!